Salut les débriefeurs du dimanche. Salut Salut, Pierre. salut. Salut Allez, Pablo. on va revenir un petit peu sur les propos de Macron à l'heure des commémorations du 17 octobre 1961. On parlera aussi de la main tendue de Fabien Roussel à Arnaud Montebourg. Et comme vient de se terminer la convention populaire de la France insoumise avec le discours de Jean-Luc Mélenchon à Reims, on fera aussi un petit détour sur ce qui a été dit et sur votre ressenti de ce meeting. D'abord, un mot sur les propos d'Emmanuel Macron qui reconnaît donc un crime inexcusable, a-t-il dit. C'était le minimum de ce qu'il pouvait faire. Il n'a rien dit de plus que n'avait dit déjà François Hollande. C'est-à-dire qu'il ne reconnaît pas ce qui était attendu de lui, c'est-à-dire la responsabilité de l'État français. Donc, c'est comme ça a été dit assez fortement par de très nombreuses personnes les jours qui précèdent, les associations, les historiens, etc., c'est délibéré. Il ne reconnaît pas la responsabilité de l'État français. Et je trouve comme une infamie que ce matin, le préfet vraiment que l'Allemand soit allé mettre… faire rendre hommage aux victimes. Ah non, mais alors, s'il y a une personne qui ne peut pas y aller, maintenant que Papon n'est plus de ce monde, on va dire que c'est le préfet l'Allemand, quoi. Donc non, lui qui a quand même une gestion absolument violente et déplorable de la police, ne peut pas aujourd'hui aller rendre hommage. Les voltigeurs. Non, mais c'est incroyable. C'est vraiment, enfin, c'est scandaleux. Mais au-delà de ça, ça c'est vraiment le geste symbolique de l'Allemand qui vraiment ne passera pas. C'est très choquant que Emmanuel Macron s'en tienne simplement à des mots d'une grande généralité et qui n'engage pas la responsabilité de l'État français. Et s'il ne le fait pas, c'est évidemment pour des raisons politiques qu'il ne le fait pas. Et donc, ça dit un peu dans quel état d'esprit politique il se trouve. Justement, Pablo, Catherine vient de dire les mots que le président Macron a prononcés. Il a dit dans son communiqué « La France doit cette reconnaissance à la jeunesse pour qu'elle ne soit pas enfermée dans les conflits de la mémoire et pour qu'elle construise son avenir. » Non, mais bon, ça pour moi, c'est des mots de consensus où il essaye d'aplanir en fait tous les conflits. Non, Pablo, je vais te citer cette phrase exprès parce que justement, il dit pour que cette jeunesse ne soit pas enfermée dans les conflits de mémoire. C'était ça l'enjeu aussi. Mais oui, enfin, c'est son enjeu. Mais moi, ce que je trouve absolument dramatique, c'est que d'un côté, il prononce ces phrases-là, c'est-à-dire qu'il aimerait, enfin, je ne sais pas dans quel monde en fait il vit, mais en fait, il aimerait que se poser les questions mémorielles sur la question algérienne ne réouvre pas des plaies qui, à son sens, là je me mets vraiment du côté d'Emmanuel Macron, pourraient être problématiques quant à le vivre ensemble, en gros, des Français et des Françaises, ceux issus de l'immigration algérienne ou qui ont un rapport intime avec la question algérienne et le reste des Français. C'est ça qu'il a envie de réconcilier. Moi, ce que je trouve dramatique, c'est d'autres mots en fait qu'il a utilisés dans son texte. C'est notamment, c'est dans le premier paragraphe, c'est l'endroit où il sous-entend que la manifestation des 25 000 Algériens en 1961 était illégale. Et ils avaient pas, il dit malgré les Algériens, malgré l'interdiction qui leur avait été donnée par la préfecture. Mais qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ça veut dire genre, ils seraient restés chez eux, les Algériens, ils seraient pas morts. C'est ça qui sous-entend en fait à travers ce mot. Et ensuite, comme l'a dit Catherine, en fait, c'est absolument… désolé d'utiliser le mot, mais c'est dégueulasse en fait de faire porter la responsabilité de ce drame, de ces assassinats en 1961 juste sur le dos de Papon et pas sur le dos de l'État, parce qu'on sait très bien que c'est toutes les politiques racistes qui étaient mises en œuvre à cette époque qui font que le préfet Papon, en bon commis de l'État finalement, a fait ce qu'il a fait. Mais ce n'est pas le seul responsable. C'est bien évidemment, ça vient de plus haut, et nommer les responsables ministres, nommer les autres responsables dans les administrations, etc. Ça, c'était impossible pour Emmanuel Macron, et franchement, c'est une énorme faute politique, alors même que c'est vrai que Catherine le rappelle souvent, mais il avait pas mal, sur la question algérienne, c'est vrai qu'il a essayé de faire
des choses, Emmanuel Macron, notamment quand il avait réhabilité Maurice Audin. Là, il avait été beaucoup plus, à mon avis, son discours avait été beaucoup plus cohérent et intelligent. Il est allé beaucoup plus loin dans la reconnaissance de ce qu'avait fait l'État français. Mais là, j'avoue que là il a raté. Il a raté son moment. Tu dirais, Catherine, qu'il a manqué de courage, Emmanuel Macron. On s'attendait à ce qu'il reconnaisse quand même la responsabilité de l'État. C'était en tout cas un attendu. Il cherche à contenter qui quand il ne va pas jusqu'à reconnaître la responsabilité de l'État? Oui, bah, il cherche à ne pas se prendre une pluie de mécontentement venue de la droite extrême et de l'extrême droite. Donc, je pense que c'est comme ça qu'il a fait le minimum syndical. Il a employé des mots assez hauts, inexcusables, mais il n'a pas engagé la responsabilité de l'État comme avait osé le faire Jacques Chirac à propos de la rafle du Veldiv. L'autre chose que je voulais signaler à nos auditeurs, c'est l'interview de Mohamed Harbi dans Le Monde d'hier soir, dans lequel il revient sur le débat qu'ouvre Emmanuel Macron dans une de ses interventions récentes à propos de l'Algérie, et quand il s'interroge sur le fait de savoir si l'Algérie était une nation avant la colonisation française. Ouais. On l'avait évoqué ce point la semaine dernière, hein, et qu'il a réussi à choquer absolument toute la nation algérienne à ce propos. Et ce que raconte Hardy, et qui me paraît vraiment intéressant de partager, c'est qu'en fait cet argument-là était un argument qui a été utilisé au temps de la colonisation. C'est-à-dire qu'on en faisait argument pour aller en Algérie, que la France pouvait aller en Algérie puisqu'il n'y avait pas de nation algérienne. Et ça, d'abord, c'est un argument que je ne connaissais pas, que je n'avais jamais entendu et que j'ai entendu donc dans la bouche d'Emmanuel Macron. Et je trouve très intéressant que l'historien Mohamed Harbi nous rappelle que c'était des arguments qui avaient été utilisés en faveur de la colonisation. Donc, je pense qu'Emmanuel Macron joue un double jeu très, très, très regrettable et très préjudiciable, parce qu'il n'y a pas de… Moi, je ne suis pas pour les excuses et les repentances et tout ça. Je trouve que c'est un peu dérisoire. L'enjeu n'est pas une question d'excuses et de repentance. L'enjeu est une question de connaissance et de reconnaissance. Et que le fait que le chef de l'État français ne reconnaisse pas 60 ans après, et alors que va s'ouvrir donc tout le cycle des commémorations qui va aller jusqu'à l'indépendance de l'Algérie, et dans ce moment particulier des relations entre la France et l'Algérie et de la tension internationale et de des propres débats internes en France sur notre histoire, notre identité, etc., que Macron n'ait pas le courage de faire ce geste, je trouve ça extrêmement préoccupant et ça en dit long. Allez, on va passer au sujet plus politique de la semaine, et j'invite aussi ceux qui nous regardent à voir le débat que Regard a organisé vendredi entre Fabrice Rissépouty, historien qui a notamment été l'auteur de Ici on voyait les Algériens, et qui débat avec Manel Djadoun, qui est une jeune étudiante assez incroyable. Elle fait des études de sciences politiques et elle a aussi beaucoup travaillé sur la question algérienne, en étant elle-même petite fille, je crois, d'Algériens. Bref, je vous invite, c'est sur le compte YouTube de la chaîne Regard. C'est un débat de 40 minutes, mais vraiment, ça vaut le coup parce qu'ils sont vraiment intéressants tous les deux. C'était très émouvant même. Moi, j'étais très émue de voir ce débat. C'était intéressant et super émouvant. Vraiment, voilà, il faut le voir. Autre sujet de la semaine, c'est la main tendue de Fabien Roussel à Arnaud Montebourg. Dans le même temps, d'ailleurs, il y a eu d'autres mains qui ont été tendues. C'est Alexis Corbière qui a tendu la main à Arnaud Montebourg et Fabien Roussel pour qu'ils rejoignent la campagne de Jean-Luc Mélenchon. Mais d'abord, quand même, cette main tendue de Fabien Roussel à Arnaud Montebourg, c'est quoi? C'est les premiers signes d'une faiblesse? Oui, c'est les signes. En fait, tu as parlé des autres mains tendues. Je pense que c'est les signes d'une faiblesse générale de la gauche. C'est-à-dire que là, on est là, maintenant, la gauche est si on les ajoute tous, en gros, ils sont dans les sondages entre 25 et 30%, mais plutôt bien en dessous de 30%. Donc, c'est la catastrophe, c'est la débandade. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'ils ont d'autre à faire que de faire de la danse du ventre les uns vers les autres pour montrer. En fait, l'objectif, c'est de montrer qu'ils ne sont pas les plus sectaires. L'objectif de Fabien Roussel quand il tend la main à Montebourg, c'est de dire ah bah regardez, moi je veux l'union de la gauche. Quand Alexis Corbière dit à Arnaud Montebourg et à Fabien Roussel venez, il leur dit voilà, moi je suis pour l'union de la gauche. En vérité, derrière, les calculs sont faits absolument, enfin chacun est dans son couloir de nage. Il s'agit absolument pas, à mon avis, de faire de quelconques alliances. Personne n'a à ce stade, peut-être qu'en janvier ou en février, ce sera différent, mais à ce stade, je pense que aucun des camps qui sont actuellement sur la ligne de départ n'a envie, n'a d'intention de se mélanger avec un autre.
Catherine? Oui, moi j'ai l'impression que il y a une telle poussée du côté des électeurs de gauche qui ont l'intention de voter, qui s'intéressent à l'élection présidentielle, ce qui est quand même un biais, hein, parce que c'est quand même pas tout le monde qui s'intéresse à ces sujets, mais que parmi ceux qui s'y intéressent, il y a une poussée pour la convergence des candidatures, en pensant que c'est cet éclatement qui est à la cause de cette extrême faiblesse dont parlait Pablo, que chacun fait signe qu'il est prêt à se regrouper, s'allier, etc., pour réduire. Bon, je pense que ça, c'est une des raisons de cet appel, mais je pense que je ne crois pas qu'en fait on en soit là. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde construit sa campagne, son positionnement politique. Je pense que Fabien Roussel cherche à s'identifier, par exemple, sur la question de la réindustrialisation et d'une certaine manière, cherche à capitaliser cette ligne qui est identifiée chez Arnaud Ça veut Montebourg. dire qu'il y a une forme. Ça veut dire que pour toi, Catherine, il y a une forme de cohérence entre Montebourg et Roussel? Non, c'est pas qu'il y a une cohérence, que je ne crois pas une seconde qu'il puisse y avoir une alliance entre Montebourg et Fabien Roussel. Il y a quelques éléments de convergence dans les programmes. Enfin, Fabien Roussel vise tout à fait une autre histoire et un autre positionnement politique que celui d'Arnaud Montebourg. On rappelle que Arnaud Montebourg, quand il a fait sa déclaration de candidature, qui est quand même son seul discours à ce jour un peu global sur lequel on puisse le juger, s'est présenté essentiellement comme étant le candidat des forces vives ramené en fait au petit patronat de la France et au patronat industriel. Donc c'est quand même pas tout à fait la came de Fabien Roussel. Donc je crois que Fabien Roussel est en train d'essayer de construire sa candidature avec des éléments qui cette semaine ont été plutôt positifs. Enfin, depuis les révélations sur l'exode fiscal, il a fait quand même plusieurs interventions où il a été assez bon, il était assez précis dans les exemples qu'il a donnés. Il a fait des interventions qui ont été de bonne qualité sur ce terrain, mais il cherche également à se positionner du côté d'un monde populaire. Moi, à mon avis, je pense que c'est un vrai enjeu, en fait, pour la gauche d'une façon générale, pas que pour Fabien Roussel. C'est-à-dire, au fond, qu'est-ce que c'est que ce monde populaire? Moi, j'étais très frappée que Roussel fasse une référence aux gueules noires dans le Nord. Dans le Nord, oui. Non, je suis allée regarder hier. Qui revenaient des mines. Mais ces mines, enfin, il dit ceux qui remontaient des mines, on avait le visage noir. Mais la dernière mine dans le Nord, elle a fermé en 90 et la fermeture des mines a commencé en 1960. C'est-à-dire que c'est un cycle de vie complet qui vient de se passer. Donc en fait, il utilise des références sur ce que c'est que le monde populaire, à mon avis, qui sont surannées et qui en fait ne masquent mal ou difficilement le fait qu'il ne sait pas raconter le monde populaire d'aujourd'hui. Voilà. Ça, c'est une constante de l'extrême droite à l'extrême gauche dans les candidats à la présidentielle. Hein. Leur référence, c'est souvent les années 60. Hein. Ben, oui, mais ça raconte surtout qu'ils ne savent pas comment parler. On va parler tout à l'heure de Jean-Luc Mélenchon, mais pour l'instant, le problème, c'est comment caractériser, raconter l'histoire qui est ce monde populaire. Et je trouve que Fabien Roussel fait des références qui sont un peu surannées et qu'il mélange par ailleurs avec une hypermodernité qui est intéressante à noter parce que c'est les deux cohabitent. Alors on l'a vu avec un t-shirt Free Britney, bon d'accord, le combat des communistes français pour que Britney ne soit plus sous tutelle de son papa aux États-Unis, d'accord, c'est surprenant, mais il a des saltos dans la rivière Corse aussi. Voilà, oui, ça c'est, je dirais, c'est sa vie privée, on s'en fiche un peu, mais par contre, il a fait un Twitch récemment. Avec Jean Massier. Ouais. Voilà, c'est ça. Il est quand même dans une recherche de s'adresser, de passer sur des terrains d'une modernité qui coexiste avec cette référence avec le monde ouvrier. Pour l'instant, ça ne prend pas complètement. Je ne crois pas d'ailleurs que personnellement, je ne crois pas à ça, mais c'est un peu, on est à la recherche d'un positionnement, et je terminerai par ce point, et après je te laisse Pablo, c'est qu'en fait, pour l'instant, tout le monde est extrêmement bas dans les sondages. Alors, on est plus ou moins bas, hein, je veux dire, être à 2% ou être à 10%, c'est pas pareil, mais enfin, c'est quand même, tout le monde est assez bas. Et je ne crois pas que la situation d'aujourd'hui sera celle de mois de février, mais pour l'instant, chacun, à mon avis, est légitime à essayer de trouver, de construire un positionnement qui puisse ramener un électorat et une gauche qui ne se reconnaît pas dans ces candidats. C'est-à-dire qu'en fait, quand Pablo dit on est entre 25 et 30%, ça veut dire qu'il y a une déperdition de près de 20% des gens qui
sont de gauche et qui Ouais. ne se reconnaissent pas dans les candidats en présence. Et donc, voilà, je pense que chacun est légitime d'essayer de dire, moi, je vais réussir. On verra ce qu'il en est au mois de février et à ce moment-là, les comptes vont se régler, quoi. Je sais que le gros des communistes et des militants communistes ne sont pas sur les réseaux sociaux, mais comme je sais que tu es très présent sur les réseaux sociaux, Pablo, tu vois comme moi aussi beaucoup passer l'enthousiasme des militants communistes qui se réjouissent des initiatives, qui semblent être quand même très en soutien de leur chef de file, hein, Fabien Roussel. Comment toi, tu vois est-ce qu'il y a un paradoxe ou pas? Parce que on ne peut pas dire que la campagne de Fabien Roussel décolle. On voit qu'effectivement, il est présent médiatiquement, il est présent peut-être sur le terrain. On voit que les forces sur les réseaux sociaux font le travail, ils semblent être très heureux de cette campagne. Et pourtant, on n'a pas le sentiment que ce soit une campagne Mais en fait, moi, j'ai l'impression que intense. sur les réseaux sociaux, là, notamment chez les Insoumis et mais même, enfin, chez les Insoumis et chez les communistes, mais c'est aussi en partie vrai chez les Verts et au Parti socialiste, chez Macron. En fait, enfin, sur les réseaux sociaux, lorsqu'on est militant, on fait de la propagande. Et puis vraiment, on fait de la propagande sans vraiment être très nuancé, quoi. C'est-à-dire que on voit très bien en fait les messages qui sont envoyés à la totalité des militants, qui sont les mêmes, et on demande à ces militants de mettre des hashtags, etc. Et les militants en fait copie-collent sur leur compte les mêmes messages en fait. Et c'est vrai que nous, d'un point de vue de commentateur un tout petit peu extérieur, voir arriver tous ces messages les uns derrière les autres, que ce soit les communistes ou les insoumis, ou même les socialistes ou les macronistes, ça fait effectivement, ça fait un peu bizarre. On a l'impression qu'ils essayent, ça fait un autre temps en fait. C'est un truc auquel on n'était plus trop habitué parce que entre le moment où il y avait, on va dire, la fin de l'URSS et le culte de la personnalité et le début des réseaux sociaux, il y a eu, on va dire, une vingtaine d'années où il n'y avait pas ce type de propagande un peu agressive. Bon, c'est un changement. Moi, ça me dérange pas tant que ça, en fait. Je sais très bien qu'ils en pensent pas moins. Enfin, je veux dire, quand tout le monde met le même hashtag Génération Mélenchon ou met le même hashtag PCF is back, je me doute qu'il y a quand même des nuances, en fait, malgré ce qu'ils peuvent écrire, malgré ce que les uns ou les autres peuvent écrire. Moi, j'aimerais revenir sur un truc, en fait, dont tu n'as pas parlé, Catherine, en parlant de la main tendue de Fabien Roussel à Arnaud Montebourg. C'est que la raison, enfin, dans la phrase, la justification, l'argumentaire qu'il a donné, c'était que tous les deux étaient les candidats de la souveraineté nationale. C'est quand même important hein, qu'un candidat communiste en fait, se réapproprie ce concept, qui n'est pas vraiment en fait dans son vocabulaire. Hein, la souveraineté nationale, c'est pas un vocabulaire qui est propre qui est très voilà. Comment on dit, en congruence avec le parti communiste. Ça, c'est la première chose parce que en vérité, le truc de Fabien Roussel, d'Arnaud Montebourg et de Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'ils font de cette question de la souveraineté nationale un truc important dans la campagne. Et moi, je ne sais pas trop où est-ce que ça peut les emmener, où est-ce que ça peut... Parce que peut-être effectivement que c'est sur cette base qu'ils peuvent se rencontrer, qu'ils peuvent joindre en fait leurs forces et leurs intelligences collectives. Parce que c'est un concept qui, dans le concert tonitruant de la mondialisation, dans le concert tonitruant de l'Union européenne, etc., peut être intéressant, à mon sens, à convoquer. Catherine, tu t'en mouches. J'ai le rhume terrible. C'est le mot souveraineté nationale qui je crois que tu es allergique au mot souveraineté, ouais. Ça me fait dire une petite chose que je voulais dire tout à l'heure à propos de la reconstruction de l'histoire, c'est-à-dire qu'en fait, le Parti communiste n'est pas aussi homogène qu'on veut le croire ou qu'on a voulu le raconter. Dès son origine, il était déjà pluriel à l'intérieur de cette organisation. Et dans le Parti communiste, il y a plusieurs... ce n'est pas forcément des courants parce que ça ne s'organise pas en tant que tendance, mais il y a plusieurs histoires, il y a plusieurs rapports au monde, à la politique, au communisme, etc. Et Fabien Roussel représente une proposition qui est en effet souverainiste et qui s'articule à une idée du populaire, d'un monde populaire qui est un monde ouvrier, lié au monde de l'industrie, etc. Ce n'est pas la seule histoire qu'il y a au Parti communiste. Et je pense que Fabien Roussel, il est intervenu sur les deux registres, c'est-à-dire qu'à la fois, c'est PCF is back, on va se présenter à l'élection présidentielle et on va se présenter sur cette orientation.
C'est-à-dire qu'il y avait une autre possibilité ou d'autres possibilités qui ont été incarnées par Marie-Georges Buffet d'une part ou par Pierre Laurent d'autre part, qui représentaient d'autres sensibilités. Puis après, il y a eu les refondateurs, il y a eu des tas de courants dans le Parti communiste. Et donc là, en effet, Fabien Roussel se branche sur une partie de l'histoire communiste qui est une histoire souverainiste et pas ouvriériste, encore qu'on peut le penser peut-être par certains aspects, mais enfin voilà, c'est donc, ça nous apprend à regarder le Parti communiste comme quelque chose d'un peu moins homogène que l'histoire simplificatrice veut bien la dire. Allez, l'autre actualité de ce dimanche, c'était aussi le meeting de Jean-Luc Mélenchon dans le cadre d'un week-end qui, enfin, 2 jours que les Insoumis se sont réunis à Reims pour leur convention populaire. C'est un peu le démarrage de cette campagne. Je tiens à dire à notre ami La Luciole sur Twitter que oui, nous avons regardé le meeting et oui, nous avons suivi depuis 2 jours puisque Catherine Pablo et moi, nous échangeons depuis 2 jours sur les travaux de la France Insoumise dans le cadre de cette convention. Donc oui, nous sommes au courant à la fois du programme L'Avenir en commun, même si on attend évidemment le nouveau feuillet qui sera disponible, je crois, le 18 novembre prochain, tel que ça a été annoncé, preuve que nous avons suivi effectivement ces travaux. Voilà, la chose est dite. 2 choses ont été annoncées. Le 20 mars, la marche mémorielle que Jean-Luc Mélenchon a annoncé comme chaque année d'élection présidentielle. Il organise une grande marche, c'est ce qu'il a annoncé. Elle aura lieu le 20 mars pour commémorer la Commune de Paris. Et l'autre date, c'est début janvier, je crois, où il annonce le lancement de l'Union populaire. Alors après, on a eu tout un discours de Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui qui était un discours très politique, où il a fait part de ses constats, de ses critiques à l'égard de la politique d'Emmanuel Macron, mais aussi ses propositions qu'on connaît aussi quand même pour beaucoup d'entre elles. Il termine par Jean Jaurès. Pablo, tu devais être content, j'imagine, toi qui nous as dit que Jean-Luc Mélenchon, c'était le nouveau Jaurès la semaine dernière. Alors vas-y, dis-nous, Pablo, tu as pensé quoi de ce meeting, de ce week-end très politique insoumise? Moi, je pense qu'ils ont un gros risque en fait qui est identifié par beaucoup de commentateurs de la vie politique. C'est le risque de ne pas surprendre dans cette campagne. C'est-à-dire que d'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon l'a dit lui-même dans le meeting. Il a dit oui, maintenant tout le monde me dit que j'avais fait une super campagne en 2016. Que ne me le dites-vous pas maintenant, tu vois? Alors même vous ne l'avez pas dit à l'époque, surtout. Et vous ne l'avez pas dit, exactement. Et vous me l'avez pas dit à l'époque. C'est-à-dire que en vérité, le problème, c'est que là, Jean-Luc Mélenchon, maintenant, depuis 1 mois, il est à fond les ballons, c'est-à-dire qu'il enchaîne les interviews, les meetings, il a fait le débat avec Éric Zemmour, tous ses lieutenants sont sur les chaînes d'infos et répondent à des interviews. Tout le monde est à fond. Et puis, on voit que dans les sondages, alors ça ne prend pas. Alors après, bon, il a aussi passé, d'ailleurs, ce n'était pas le seul, hier aussi, il y en a d'autres qui ont passé leur temps à dire que les sondages, c'était n'importe quoi. Mais enfin, les sondages, quand même, montrent des dynamiques. Et aujourd'hui, force est de constater que la dynamique, elle n'est pas du côté de la France insoumise. Alors, moi, ce que j'ai retenu quand même, c'est que, d'ailleurs, c'était plus le cas hier que dans le discours d'aujourd'hui de Jean-Luc Mélenchon, qui était, genre, tu ne l'as pas dit, mais il y avait vraiment beaucoup de blagues. C'était quand même un discours qui était censé être très, très drôle. C'était beaucoup sur le ton de l'humour, du pamphlet. Il a fait des imitations. Il parlait énormément de Macron. Dès qu'il parle de Macron, Jean-Luc Mélenchon, il devient très, très drôle. C'est-à-dire que tout devient des pastiches. On voit Macron qui attend le règlement de l'Union européenne ou je ne sais quoi. C'était quand même assez drôle. Non, hier, plus qu'aujourd'hui d'ailleurs, l'objectif, c'était de se dire on va aller chercher les abstentionnistes. Et donc, ils ont parlé des abstentionnistes dans les sondages. Aujourd'hui, il y a 50% à peu près des gens qui sont sondés qui disent qu'ils ne savent pas pour qui ils veulent voter. Et puis, dans le résultat, c'est qu'en 2022, à l'élection, il y aura peut-être entre 10, 15, 20% de gens qui vont s'abstenir. Et les insoumis ont décidé d'aller chercher ces abstentionnistes. Et c'est ça qui est intéressant parce que je pense que c'est de là en fait que peut arriver le salut effectivement des insoumis parce que le discours de Jean-Luc Mélenchon, il n'a pas changé. Ils l'ont dit, ils ont le même programme. C'est Adrien Quatennens hier qui disait on va pas. Ce qui a été fait et tout est cumulatif. Mais en gros, on avait déjà le meilleur programme en 2017. Les ONG le disaient donc en 2022, ce sera aussi le meilleur des programmes. En revanche, moi, c'est ça qui m'a intéressé, c'est quand ils ont dit on va aller mettre des Barnum devant dans toutes les
cités, je crois que c'est Alexis Corbière qui disait ça, mettre des tentes devant toutes les cités et on va dire aux gens de s'inscrire sur les listes électorales. Là, je pense que effectivement, s'ils arrivent à mettre ça en place, hein, c'est pas certain, parce qu'ils avaient essayé de faire des grandes campagnes là pendant les 5 dernières années, les députés notamment, faire des grandes campagnes sur la question de l'eau ou sur d'autres questions. Ça avait quand même moyennement marché. Hein. Ils mettaient des tentes, par exemple, moi je me souviens à Paris sur la place de la Bastille, ils mettaient une tente et puis ils disaient aux gens d'aller voter des référendums comme ça. Il y avait, bon, je ne vais pas dire que ça emballait les foules. Là, sur la question de l'abstention, ils disent qu'ils veulent mobiliser 1 million d'abstentionnistes inscrits sur les listes électorales. Je pense que ça peut les faire se raccrocher, en fait, au-delà de la question des réseaux sociaux et des chaînes d'information en continu ou de tous les débats que pourrait faire Jean-Luc Mélenchon. Ça peut les rattacher, en fait, au populaire et à la réalité vraie. Mais on va voir s'ils arrivent à le mettre en place, s'ils ont les forces pour le faire, parce qu'aujourd'hui, on ne sait toujours pas très bien combien il y a d'insoumis, ni exactement ce qu'ils font dans leur groupe d'action insoumise. Mais s'ils arrivent à les mobiliser sur cette question, moi, je pense que ça peut être une force propulsive pour le candidat Mélenchon. Catherine, il a fini son meeting, je le disais, en citant Jean Jaurès, mais c'était surtout pour s'adresser à la jeunesse. Il dit d'ailleurs, je ne demande pas à la jeunesse de venir vers nous par mode, comme le disait Jaurès. Je leur demande, qu'allez-vous faire de vos 20 ans, qu'allez-vous faire de vos cœurs, qu'allez-vous faire de vos cerveaux. C'est la bataille de l'électorat jeune qui se joue pour la prochaine présidentielle. Très certainement, mais ça c'est vrai de toutes les élections présidentielles. Enfin, la jeunesse, elle représente un enjeu numérique, mais elle représente aussi un enjeu de dynamique. C'est-à-dire que celui qui capte la jeunesse a quand même une botte, enfin, un point dans sa botte, c'est évident. Et Jean-Luc Mélenchon sait qu'il est aujourd'hui encore parmi les candidats les plus soutenus, si l'on en croit les sondages. Avec Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Mais il est quand même assez haut parmi les jeunes de moins de 35 ans. Il ne fait pas mystère, ils ne font pas mystère, parce que ce n'est pas que Jean-Luc Mélenchon, c'est la France insoumise d'une manière générale, ne fait pas mystère de son objectif de vouloir mobiliser la jeunesse, les quartiers populaires, le monde populaire. C'est vraiment ça le cœur, c'est ce qu'il dit à la fin, c'est si on les mobilise, on va gagner. Et il l'a répété 3 fois pour que la foule l'applaudisse, hein, se lève, etc. Et j'ai trouvé, la semaine dernière, on avait émis deux léger doute, un doute sur le fait que c'est super intéressant de revenir sans arrêt sur on avait déjà fait et on refait. Je trouve qu'ils ne se sont évidemment pas dédits. On n'attend pas de Jean-Luc Mélenchon qu'il se dédise, jamais. Donc, jamais Jean-Luc Mélenchon ne se dédie, sauf quand il a décidé 10 ans après de dire j'étais productiviste et je ne le suis plus. Jean-Luc Mélenchon assume complètement ces histoires, mais là, j'ai trouvé qu'on n'avait pas, j'ai regardé donc ce qui a été diffusé sur YouTube, on n'a pas eu la rengaine de l'AEC, comme ils disent, parce que c'est même plus l'avenir en commun, ça devient un acronyme, l'AEC, l'avenir en commun, l'AEC comme étant vraiment le condensé de toute la pensée cristallisée. Donc là, j'ai trouvé que c'était beaucoup moins présent, beaucoup plus contemporain, beaucoup plus ancré dans ce qui s'est passé depuis 4 ans. Donc ils s'en dédient, enfin ils disent que non, qu'évidemment c'est pas ça et que c'est vraiment les commentateurs qui sont malveillants à leur endroit, qui disent qu'on ne peut pas s'en tenir à simplement répéter ce qui a été fait il y a 5 ans. Je pense que malgré tout, ils l'ont quand même un petit peu en tête et ils ont redresser, à mon avis, là, avec cette convention, pour remettre des choses nouvelles. Et ça, c'était la première chose. Et la deuxième, c'est que Jean-Luc Mélenchon a réussi, à mon avis, à faire quelque chose autour de sa personnalité, dont il sait très bien qu'elle est clivante, par son côté éruptif qui le dessert. Parce qu'on attend d'un président de la République quelqu'un qui a la tête froide et qui donc va savoir gérer les affaires de l'État en toutes circonstances. Et là, j'ai trouvé que, comme l'a dit Pablo, il a fait un one-man show drôle et dans lequel, finalement, Jean-Luc Mélenchon était présent. C'est-à-dire qu'il était là en tant que personne, on le reconnaissait. Pablo disait la semaine dernière, chacun a un avis sur Jean-Luc Mélenchon. On le connaît, Jean-Luc Mélenchon. Et là, on l'a retrouvé. Et on l'a retrouvé comme à la fois un homme très engagé, un homme qui a le verbe haut, mais il était drôle, il était séduisant et j'ai trouvé qu'il avait peut-être trouvé la clé pour rassembler
ce côté méditerranéen dont il se revendique et le côté professeur qui raconte. Donc, cette espèce de one-man show drôle, intéressant qu'il a fait m'a paru une bonne hypothèse. Tu penses que ça veut dire que c'est le ton et le style qu'il veut donner à sa campagne a été donné aujourd'hui? C'est comme ça que je l'ai vu et je pense parce qu'il sait bien qu'il doit travailler l'image qu'il a de lui-même. Et il sait très bien que c'est ce qui lui est renvoyé. Alors, pendant toute une période, il a dit « Vous ne m'aimez pas, ce n'est pas grave, votez pour mon programme ». Mais il sait bien que ça ne peut pas jusqu'au bout tenir. Donc, il faut qu'il construise une autre idée de lui-même. Et là, il a à la fois l'idée d'un homme qui a du tempérament, mais qui sait se moquer, rire de lui-même, etc. Et donc, ça, moi, j'ai trouvé ça vraiment bien et vraiment bien pour l'objectif de parler à la jeunesse et de parler au monde populaire. On a besoin d'avoir un ton décontracté pour parler à tous. Et la dernière chose que je veux dire, c'est qu'il a dans son discours, enfin moi j'ai trouvé son discours très intéressant parce que c'est la fois où je trouve qu'il a été le plus loin dans son discours sur le travail. C'est-à-dire qu'il n'a pas simplement, il a parlé du travail à plein de reprises. Oui, c'est vrai. Le travail était présent. Par exemple, quand il parle du nucléaire, d'ailleurs, c'était l'autre aspect très fort. Il s'est adressé aux salariés d'EDF, d'ailleurs. Oui, et aux techniciens. Il a parlé de l'ingénieur qui avait réglé le problème des risques qui avaient lieu à la centrale de Bordeaux. Il a évoqué la question du travail, des gens qui meurent au travail, de la pénibilité du travail, mais aussi de la formation, de la compétence, de la productivité. Enfin, il a mis des mots sur le travail. Et si on veut parler au monde populaire, je pense qu'il faut lui parler du travail parce que c'est quand même le cœur de nos vies et j'ai trouvé qu'il avait fait deux choses très fortes. Il est revenu sur le nucléaire et donc la question énergétique avec tout ce qu'elle engage comme conception de la société et il a parlé fortement du travail et ça c'était, moi j'ai trouvé bien. Bon, j'ai dit la semaine dernière j'attendais un grand discours de Jean-Luc Mélenchon pour voir si ça pouvait repartir. Peut-être c'est pas moi en fait, hein. La question n'est pas de savoir s'il va me parler à moi, mais peut-être que là il y a des axes, à mon avis, qui sont moins ancrés sur l'avenir en commun et plus propulsifs et qui sont de nature, dans le style et dans le fond, de toucher le monde populaire, la jeunesse et sur des sujets qui sont ceux dont on a envie d'entendre parler aujourd'hui. Moi, j'aimerais juste rajouter un tout petit truc sur une notion en fait qui m'interroge pas mal, c'est la notion de plan. Parce que c'est quelque chose que hier, j'ai beaucoup entendu, notamment Adrien Toussel, qui était en charge, je crois, du programme, qui a parlé beaucoup de ça. C'est que maintenant, toutes leurs mesures, enfin, tout leur programme va être décliné en plans. L'avenir en commun, il va y avoir adjoint des plans. Donc là, ils ont divulgué le plan sur l'alimentation et le plan sur les violences faites aux femmes. Un plan, en gros, c'est des mesures chiffrées pour répondre à des urgences sociales. J'ai un peu peur. Je vois en fait ce qu'ils recherchent en développant ces plans, c'est ils cherchent de la crédibilité. C'est-à-dire qu'ils veulent dire voilà, regardez, on a tout prévu. C'est-à-dire qu'on a un plan c'est des plans, alors des plans quinquennaux, des plans décennaux, etc. C'est sur 5 ans, sur 10 ans, sur 20 ans. Tout est chiffré, etc. On sait ce qu'on doit faire. Le seul problème, c'est qu'ils cherchent de la crédibilité, mais j'ai peur aussi que ça rigidifie en fait leur rapport aux politiques. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus, il y a plus d'espace. Moi, quand j'ai entendu le plan sur l'alimentation, etc., il n'y a plus d'espace en fait de respiration, il n'y a plus d'espace d'interrogation en fait dans leur programme, puisque tout est déjà prévu. C'est-à-dire qu'à écouter parfois les insoumis, on a l'impression que ils te disent, voilà, le jour 1, je fais ça, le jour 2, je fais ça, le jour 3, le jour 7, le jour 100. Voilà tout ce que je fais. Et tu as envie de dire, bah, d'accord, mais où est la place, en fait, pour la discussion, le consensus, le rapport de force? J'avoue que je ne sais pas trop, parce que, évidemment, si Jean-Luc Mélenchon est élu en avril prochain, le MEDEF ne va pas être content, l'OMC ne va pas être contente, l'Union européenne ne va pas être contente. Donc, il va y avoir des rapports de force qui vont commencer. Et quand Jean-Luc Mélenchon dit « Ah ben voilà, moi, ce que je fais pendant les 2 premiers mois, parce qu'il a beaucoup parlé de ça, les 2 premiers mois où on est encore président de l'Union européenne, enfin, ou du Conseil de l'Europe, je ne sais pas quoi. » 32 heures et semaine de 4 jours. Voilà. Oui, mais ça va être compliqué. Enfin, ne faut pas croire que ça va être comme une lettre à la poste. Et puis voilà ce que je fais le jour 1, le jour 2 et le jour 7 en tant que président de la République. Et tout ça, voilà, ça va lui apporter. Effectivement, ils pensent que ils sont en train de penser que ça leur apporte de la crédibilité, mais je pense aussi que ça va être aussi une brèche dans laquelle vont s'engouffrer les adversaires en disant tout ce qu'ils disent, c'est n'importe quoi, c'est trop rigide.
Voilà. Et puis, Alors je ne moi, sais pas trop comment les Français et les Françaises voient ça, en fait. Ouais. S'ils imaginent en fait, que c'est crédible ou s'ils imaginent que c'est du grand n'importe quoi. ouais, Catherine, un dernier mot? ouais, un dernier mot. Tout à l'heure, je disais, je pensais que dans les taillages extrêmement bas de la gauche, que chacun était légitime de tenter ses propositions. Anne Hidalgo, elle pense qu'elle va gagner parce qu'elle va faire des propositions du quotidien et concrètes. Fabien Roussel, parce qu'il va évoquer la gloire ouvrière. Et Jean-Luc Mélenchon, A prévu. voilà, la radicalité, la cohérence de ses propositions, etc. Donc, je pense que chacun est légitime à faire ça. Et moi, ce que je pense, c'est que personne, en fait, ne fait vraiment de la mobilisation des Français le cœur du projet. Ça ne veut pas dire que ça n'y est pas. En particulier, c'est présent chez Jean-Luc Mélenchon. C'est pas, Oui. j'ai écouté Anne Hidalgo à plusieurs reprises et Fabien Roussel, c'est pas exactement le cœur de leurs propos. Chez Jean-Luc Mélenchon, on l'entend, qu'allez-vous faire de votre intelligence, etc. Il appelle à la participation. Mais, comme vient de le dire Pablo, c'est pas le cœur du réacteur tel qu'il est raconté. Et moi, je crois que c'est sans doute un élément qui manque et peut-être qui est à l'explication du fait qu'il y a toute cette gauche qui ne se reconnaît pas complètement dans les propositions politiques. C'est qu'au fond, on nous demande d'être des citoyens qui applaudissent et qui soutiennent. Et on ne nous demande pas d'être profondément acteurs. Et je crois que la notion de planification, comme l'a dit Pablo, d'une certaine manière, écrase et empêche cette place de chacun dans la transformation sociale qui, de toute façon, n'aura pas lieu s'il n'y a pas cette mobilisation de tous. À mon sens, il y a quelque chose comme ça qui manque dans le discours de Mélenchon qui doit être au-delà de phrases qui sont un peu générales. Eh ben, merci à tous les deux. Merci à tous les deux. On y reviendra demain, puisque demain est l'invité de la midinale, c'est Emmanuel Bompard, le député européen et directeur de la campagne de Jean-Luc Mélenchon. Donc rendez-vous demain à midi pour écouter Emmanuel Bompard. Salut à tous les deux. Salut. Salut.